Le Front de gauche, donc, est un front, comme son nom l'indique, un front regroupant des organisations politiques, mais aussi des associations, issues du mouvement et des gens, de toute, bon, on va dire, oui, pas politique, mais au moins issus du mouvement social, issus d'associations, etc., qui ont décidé de mettre le curseur à gauche, de remettre le curseur à gauche, et de faire front. Front, bien sûr, contre un système qui est en face de nous, qu'on appelle bien sûr le capitalisme, mais aussi pour faire en sorte que la gauche soit vraiment, mène vraiment une politique. Le budget de l'État et la sécurité sociale. Nous reverrons dans le développement l'importance de ce budget de l'État par rapport à la sécurité sociale. Et pour bien comprendre la situation actuelle, j'ai pensé relater l'expérience passée qui démontre que ce qui a été possible hier l'est aussi aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut rendre crédible notre programme, le programme en général et sur la santé. Quand il est mentionné notre perspective du remboursement à 100%, les personnes en général n'y croient pas. Or, c'est possible, il s'agit à nous de le démontrer, et c'est un peu le but de mon intervention. Je ne veux pas remonter au temps lointain, simplement, je citerai la première expérience qui a été mise en place en France, c'est la mise en place des assurances sociales le 1er juillet 1930. Et il a fallu attendre de 1930 à 1945, 15 ans, où on a été régi par les assurances sociales. Un phénomène s'est présenté, sérieux, la guerre. La guerre, il y a eu, pendant le conflit, des forces qui s'y sont opposées à l'occupation. Il y a eu la résistance. Il y a eu au sein de la résistance la réunification du mouvement de résistants, ce qu'on appelait le Conseil national de la résistance. Et les résistants voulaient bien se battre, voulaient bien sacrifier leur vie, mais ils demandaient à leurs dirigeants quelle sera notre situation après la guerre. Et de cette aspiration montante, les dirigeants du Conseil national de la résistance ont dit il faut qu'on élabore quelque chose pour après. Et c'est sur ces bases qu'a été élaboré le programme du Conseil national de la résistance. À l'époque, il ne s'appelait pas ainsi. C'était les jours heureux. On vivait une période difficile, donc la perspective c'était donc les jours heureux. Ce programme a été élaboré durant près d'un an. On était donc occupés, les forces de résistance dispersées. Pour l'élaborer, il y a eu un circuit d'organisation en organisation et il y avait la volonté que, pour qu'il soit admis, ce programme devait faire l'objet de l'unanimité. Oui. Et en effet, il a fait l'objet de l'unanimité. Parmi toutes les perspectives qu'on s'était tracées, il y a, et c'est le but de mon intervention aujourd'hui, notamment la sécurité sociale. La sécurité sociale donc jaillit de ce combat clandestin et qui a été mis en place à la Libération avec le ministre communiste Ambroise Croizat. Elle était mise en place le 4 juillet 1945, alors que l'armistice avait lieu le 8 mai. Vous voyez, si ça a été appliqué très rapidement. Et cette sécurité sociale, comment elle a été mise en place? C'est là l'intérêt de la relation avec aujourd'hui. La France était ruinée. Sa production industrielle était la moitié de 1938. C'est-à-dire que la France était beaucoup plus appauvrie que ce qu'elle est actuellement.
Alors certains évoqueront, oui, mais actuellement il y a la dette. La dette. Mais à l'époque, la France avait une dette, parce que les forces françaises libres n'avaient pas de gouvernement officiel en dehors de la constitution de l'armée. Les uniformes, l'armement était américain, ça a constitué une dette considérable. Les économistes l'évaluent à 7 fois supérieure à la dette d'aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte qu'on a mis en place la sécurité sociale. Alors la question se pose, mais comment peut se faire qu'une telle chose se réalise? Eh bien, il était simple. On avait d'abord besoin de soigner la guerre, les privations, avaient fait beaucoup de malades. Il a fallu que la jeunesse, en grand nombre, aille dans des préventoriums, dans des sanatoriums. On avait donc besoin de soins. Et ces soins, il fallait les financer. Alors, la base du financement a été établie sur la base du salaire, les cotisations salariales et la contribution patronale. On appelle ça, pour bien comprendre, le salaire socialisé. Ce salaire socialisé n'est pas capitalisé. Le salaire circule. Parce que le principe était, et ça l'est encore aujourd'hui, on cotise suivant ses revenus et on reçoit suivant des assurés sociaux. Je terminerai en disant, tout cela démontre, d'une part, que ce qui a été possible hier l'est aujourd'hui, à condition qu'il y ait l'humain. Ce qui vient d'être présenté, ce qui représente vraiment la mémoire collective, effectivement, et je me doutais bien que Michel Cacciotti allait évoquer l'histoire de la création de la sécurité sociale, ses fondamentaux et aussi la gouvernance et tous les changements. Alors moi, effectivement, je suis syndicaliste à la CGT. Professionnellement, je travaille à la Caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône, donc je suis dans un organisme de sécurité sociale et effectivement tout ce que vient d'évoquer Michel, c'est-à-dire les chambres d'enregistrement, notamment des conseils d'administration, on le vit partout dans notre département et aujourd'hui quand même, je tiens à le dire, puisqu'il y a eu des élections récentes des conseils d'administration, des représentants du personnel au conseil d'administration. Pour la première fois quand même à la Caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône, le MEDEF a fait une entrée fracassante grâce malheureusement à certaines alliances et votes de certaines organisations syndicales qui font qu'aujourd'hui quand même, on se retrouve sur des commissions d'attribution de logements sociaux confiées à des présidents du MEDEF, de la CGPME, au patronat, qui en même temps sont les fossoyeurs de la sécurité sociale, puisque Michel vient de l'évoquer, avec la mise en place de la TVA sociale, si ce gouvernement était reconduit, la première branche qui serait affectée, c'est la branche famille, c'est-à-dire que ça aurait un impact direct sur les prestations familiales versées, sur les politiques d'action sociale, c'est-à-dire les aides financières aux familles, et donc c'est véritablement un recul social sans précédent. C'est pourquoi à la CGT, nous nous opposons à toute fiscalisation de la protection sociale, que ce soit la TVA sociale, dite sociale, puisque c'est l'impôt le plus injuste qui pénalisera l'ensemble des personnes, la population, et également contre la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, ce qui est fondamental, en tous les cas, c'est ce qu'on porte au niveau de la CGT, c'est la base de calcul à partir, le financement de la protection sociale, c'est la cotisation sociale, c'est-à-dire à partir de la richesse produite par le travail et les travailleurs. Voilà, ça, c'était pour faire un petit peu le lien avec ce qui venait d'être évoqué. Alors moi, je vais être je vais essayer d'apporter des exemples pour amener le débat
Aujourd'hui, quand même, cette assemblée citoyenne se déroule dans le cadre d'une journée nationale d'action à l'appel des fédérations CGT, Santé, Action sociale et des organismes sociaux. Tout à l'heure, nous étions ce matin devant l'Agence régionale de santé pour exiger justement la reconquête d'une protection sociale solidaire et d'un véritable service public, un grand service public de santé et d'action sociale. Alors dans notre département, les signaux sont plus qu'alarmants au niveau de la casse des emplois, du démantèlement de tout notre réseau au niveau de la sécurité sociale. Alors je prends un exemple précis, la caisse primaire d'assurance maladie, qui aujourd'hui effectivement voit son patrimoine, le patrimoine des assurés sociaux vendu. Tous ceux de Marseille connaissent bien Cantigny, Le Cama, Jules Moulet, qui étaient quand même des immeubles historiques qui appartenaient aux assurés sociaux, font l'objet d'une vente et d'un démantèlement. La fermeture, pour vous donner un exemple, en 2002, il y avait 76 points d'accueil dans tout le département des Bouches-du-Rhône. On en sera plus qu'à 37 en 2013. Donc on assiste à des suppressions massives d'emplois dans les organismes, mais qui dégradent les conditions de travail et bien évidemment la qualité du service rendu aux assurés sociaux, aux allocataires. Dans les caves, c'est pareil. À la cave des Bouches-du-Rhône, il y avait en 2000 36 points d'accueil pour recevoir les familles et les allocataires. On n'en aura plus que 20 en 2012. Et à Marseille, il y a la fermeture programmée de la maison sociale de la Valentine et de la rue d'Oran. Alors, je ne vais pas développer l'hôpital, puisque il y a une Carole qui interviendra sur effectivement la dégradation que connaît l'hôpital public. Mais je veux aussi quand même évoquer, puisque ce matin, nous sommes particulièrement intervenus auprès de l'ARS, qui quand même, dans son projet régional de santé, pointe bien que le département des Bouches-du-Rhône est particulièrement dégradé. Il y a une aggravation de la pauvreté, il y a des inégalités en matière d'accès aux soins, mais en même temps, on parle d'une éventuelle fermeture de toutes les œuvres et d'une casse des œuvres mutualistes de notre département. Donc, il y a une mobilisation et j'ai vu qu'effectivement, il y a un appel à se rassembler pour la défense des 1200 emplois, des 11 centres de santé mutualistes et de la clinique de Bonneveine. Parce que rien ne serait pire que une éventuelle fermeture de tout ce qui représente aujourd'hui le deuxième fournisseur, enfin offreur de soins dans notre département, puisqu'il y a 200 000 personnes qui fréquentent les seules œuvres qui n'ont pas de dépassement d'honoraires. Parce que la sécurité sociale aujourd'hui, l'assurance maladie, malheureusement ça porte effectivement son nom, c'est pas pour rien, c'est que on assiste à des déremboursements de médicaments, des franchises médicales, des forfaits journaliers qui n'arrêtent pas d'augmenter. On a la taxation des mutuelles. Tout ceci fait qu'aujourd'hui, il y a presque 30% de la population qui renonce aux soins par insuffisance d'argent. Et je veux juste dire également au niveau de la sécurité sociale que et de la protection sociale plus généralement, aujourd'hui, la CGT diffuse à plus d'1 million d'exemplaires un bilan, une déclaration à partir du bilan qu'elle fait désastreux de la politique et de ce gouvernement, mais sur tous les aspects, aussi bien sur les politiques de casse industrielle, de toute la casse des services publics, de la protection sociale, de l'hôpital public et de la santé, et du travail social et de l'action sociale. Aujourd'hui, quand même, la sécurité sociale
Et ce qui est, je ne veux pas trop développer parce que ça viendra peut-être dans les questions, c'est qu'aujourd'hui quand même, il y a une médiatisation et une bataille de la part de ce gouvernement qui stigmatise et qui traite de fraudeurs des retraités qui aujourd'hui se retrouvent sans pension par rapport, et on les accuse de fraudeurs. Les privés d'emploi, on envisage même éventuellement de faire jusqu'à un référendum, alors qu'on s'est assis, je rappelle, sur le traité constitutionnel. Mais enfin, pour le chômage, on ferait référence à un référendum. Je veux dire, il y a une stigmatisation de tous les publics qui sont les plus du monde du travail, des privés d'emploi, des retraités. Alors que les patrons en sont à 170 millions d'exonérations, milliards, pardon, oui, vous faites bien de rectifier, c'est-à-dire c'est tellement important, 170 milliards d'exonérations fiscales et sociales. Il y a même des patrons qui ne sont pas poursuivis alors qu'ils ne font pas de déclaration volontairement d'accident du travail. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, on est dans une situation, et la CGT a donc souhaité intervenir dans le débat actuel en disant qu'effectivement, il ne faut pas confondre l'indépendance syndicale et la neutralité. Aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis là ce soir, que j'ai souhaité intervenir dans les débats, autour de ce qui nous tient à cœur, c'est la protection sociale solidaire, c'est ce que Michel a évoqué tout à l'heure, et je crois qu'on a des propositions, mais qui passent par d'autres choix politiques et d'autres choix de société, une autre répartition des richesses, et effectivement, pour la première fois, quand même depuis des années, le mouvement social trouve un espoir par rapport à une réelle alternative politique, et je crois qu'effectivement il est important de participer et de co-construire et d'être porteur des exigences pour un véritable droit à la santé pour tous et une protection solidaire Parce que je suis en même temps un militant de la mutuelle. Et je suis aussi adhérent à la CGT et au Parti communiste français. Moi, je voudrais intervenir sur le problème, je dirais, du scandale pour nous faire tout avaliser le cadre de la sécurité sociale. D'une part, parce que ce sont des exonérations de cotisations qui ne rentrent pas dans les caisses de la sécurité sociale, qui représentent 30 milliards d'euros. Et le trou de la sécurité sociale aujourd'hui, il est à hauteur de 11 milliards d'euros. Et pour équilibrer ce trou de la sécurité sociale, eh bien, on baisse les prestations. Alors ça a été dit assez rapidement, mais il y a le forfait hospitalier, il y a la suppression, la diminution des remboursements des médicaments, la franchise de 1 euro par acte médical, franchise de 0,50 € par boîte de médicaments, la restriction sur les arrêts de maladie, l'obligation de signer un contrat avec le médecin traitant, l'obligation de consulter un généraliste avant de voir un spécialiste, tout acte supérieur à 91 €, 120 € aujourd'hui, nous donne à verser de notre poche 18 €. Voilà un petit peu les atteintes à nos prestations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui peuvent se soigner correctement. Alors, à cela dit, il y a aussi, je dirais, ce que l'État encaisse pour le compte de la sécurité sociale et qui n'est pas reversé. Alors, il y a la taxe sur le tabac qui représente 7,8 milliards, la taxe sur les alcools 3,5 milliards, la prime sur les assurances auto qui représente 1,6 milliard, les taxes sur les industries polluantes représentent 1,2 milliard, la part de la TVA destinée à la sécurité sociale représente 2 milliards,
le retard des paiements de la sécurité sociale concernant les contrats aidés 2,1 milliards et le retard des paiements des cotisations pour les entreprises qui représentent 1,9 milliard. Si on additionne cela, ça représente 20 milliards, disons, d'euros qui devraient rentrer dans les caisses de la sécurité sociale et qui sont détournés par le gouvernement et qui ne rentrent pas. Alors à partir de là, effectivement, on nous fait tout avaliser. Alors moi, effectivement, je crois que je reviens sur le programme. Tout est marqué par rapport à tout ça. Il n'y a que prendre les pages par page, on voit que dans le programme, on reprend effectivement les problèmes de la sécurité sociale. Voilà, je voudrais m'arrêter là, simplement pour dire simplement que nous sommes pour le retour aux valeurs originales de la sécurité sociale de 1945, avec notamment le remboursement immédiat à 80% des prestations médicales pour parvenir à 100% sur la base de tarifs conventionnés par la seule assurance maladie avec les professionnels de santé, excluant tout dépassement. Ce qui a été dit, relire les jours heureux du Conseil national de la résistance est assez intéressant et doit permettre... Posez sur le bâton. Voilà. Oui, mais ça va me faire des boutons. Et c'est très intéressant à lire parce qu'effectivement, il faut revenir aux sources de ce qu'était la sécurité sociale et revenir aux salaires socialisés gérés par les salariés. C'est-à-dire qu'effectivement, revenir sur les ordonnances de 67, c'est important. Revenir aussi sur les élections. Alors là, aussi, il y en a quand même qui ont dû participer aux dernières élections de la sécurité sociale. Il y en a qui ont dû participer aux dernières élections sur la sécurité sociale qui étaient en 1982, si mes souvenirs sont exacts. Et depuis ce temps-là, quand on regarde un peu ce qui s'est passé, on voit le patronat qui a géré d'abord avec EFO, qui a géré après avec la CFDT quand ils n'étaient pas d'accord, sans que les salariés aient leur mot à dire sur ce qui se passe. Donc ça devient très important. Le camarade qui est intervenu avant a repris sur le fait que le trou n'est pas un vrai trou, et effectivement c'est pas un vrai trou. L'État y participe aussi, puisque les retards de paiement des entreprises, il y a aussi les retards de paiement des administrations d'État qui coûtent quelques centaines de millions d'euros, et ça c'est important. Pour revenir au Conseil national de la résistance, il y avait un point particulier. Bon, moi je suis cheminot, j'étais administrateur à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel SNCF, qui sont les régimes spéciaux. Les régimes spéciaux avaient été gardés en 1945 pour servir d'idée et dire c'est à ça que doit arriver la sécurité sociale. C'est-à-dire que nous, les cheminots, c'est vrai que par rapport aux trois quarts des gens, les médicaments sont encore remboursés à 100%, même si on bénéficie aussi des 0,50 et tout. Et que ça a été gardé non pas parce que les cheminots étaient supérieurs aux autres, mais pour que tout le monde arrive à ce système et que le système devienne égal et que la sécurité sociale soit une vraie sécurité sociale qui ne coûte pas spécifiquement aux salariés et qui puisse se soigner. Et ces attaques-là, nous, on les a prises un peu après les autres. Sur la sécurité sociale, on n'a pas encore trop de soucis par rapport à la sécurité sociale générale. Sur les retraites, qui fait aussi partie de la protection sociale dans son grade, il suffit de se souvenir de ce qui a été fait en 2007, de ce qu'a fait le gouvernement en 2007, de ce qu'a fait le gouvernement en 2010, bien que globalement, effectivement, les régimes spéciaux vont disparaître. Non pas parce que tout le monde est arrivé au stade maximum, mais parce qu'on va nous retrouver le stade minimum. C'est le début de la fin de la sécurité sociale. Si on n'y prend pas garde, bon, on comprend à peu près tout ce qui se passe, mais je me rappelle, il y a une 25-30 ans, De Villiers avait déposé un projet de loi pour foutre en l'air la Sécu, et ils étaient allés assez fort, puisqu'ils avaient dit on va donner ce qu'on retient aux salariés, on va leur mettre sur le salaire, et ce que les patrons versent, ils vont se le garder. Et ça a commencé par la TVA sociale, où on enlève les charges patronales et on reporte sur les autres, et comme ça a un peu gueulé, on dit on va quand même relever un peu les salaires à un certain niveau, je crois au niveau, disons, des salaires qui sont en bas de l'échelle de 1, du SMIC à 1,50, voilà, un truc comme ça. Donc c'est qu'aujourd'hui, par
parler du passé, moi je pense que c'est bien parce que ça nous permet de voir, comme tu disais, tout l'effort qu'on a fait au moment où on avait le moins de moyens. Alors je pense qu'aujourd'hui, on est quasiment, si l'humain d'abord, si le front de gauche n'a pas plus de puissance qu'aujourd'hui à faire transformer les choses après les élections, quel qu'en soit le résultat, c'est-à-dire après descendre dans la rue, faire en sorte d'apporter un nouveau rapport de force, hein, faire que, comme disait Mélenchon, la rivière déborde et il va falloir aller plus loin. Je crois que là, il y a Axa, il y a Sarkozy, le frère, ils sont tous là à essayer, ils attendent pour mettre la sécurité sociale privée. Enfin, ça ne s'appellera plus la sécurité sociale. Hein. Voilà. Moi, je crois que, pour moi, c'est une énorme crainte et je crois que là, il va falloir passer la surmultiplier autour de nous, faire en sorte que le maximum de gens aillent sur le vote Mélenchon dès le premier tour. Ça fait rebelle. Donc, quand j'ai perdu la vue, je me suis dit j'ai de la chance dans ce pays, parce que dans notre pays, je serais allé mendier sur un carton certainement, j'aurais perdu ma maison, etc. etc. J'ai eu la chance de retrouver un travail dans ce qu'on appelle autrefois les CAT. Je pense que ça dépend des services hospitaliers. Ouais, ça va. Alors, on est dans un pays pas si mal que ça. 5e puissance, comme on disait tout à l'heure. Juste une chose, il s'agit de voter bientôt. Ah oui, une anecdote, je me souviens, je voyais encore un petit peu, et j'ai vu le VRP Sarkozy nous présenter la franchise à 50 centimes d'euros par boîte de médicaments, en nous disant, rassurez-vous, c'est pas un grand sacrifice que vous ferez. Voilà. C'était pathétique. Pathétique parce qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire contre. Maintenant, il s'agit de voter. Personnellement, la seule fois où je suis rentré dans le bureau de vote, j'avais 18 ans, et j'y suis pas arrivé. C'est pas que j'ai quelque chose contre, c'est perso. Hein. Je reste citoyen français, citoyen du monde. Ma compagne actuelle est restée clandestine en France et a bénéficié de ce qu'on appelle l'AME. C'est une chance aussi. J'espère qu'on est tous d'accord. Enfin, je souhaiterais qu'on soit tous d'accord pour accueillir un maximum de personnes qui dépendent soit de nos anciennes colonies et qui ont bien le droit de venir se soigner et ouvrir ça. Donc il s'agit de voter bientôt. Peut-être je vais le faire, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a autre chose à faire, beaucoup plus fort que ça. Si on craint, comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur, que ça disparaisse, qu'on nous l'apprenne, ils sont forts, ils sont très très forts, ils sont très pervers, les capitalistes, les patrons. Quelque chose qui est très pervers aussi, c'est les labos pharmaceutiques qui mettent des prix très très hauts. Et bien sûr, quand on les consomme, nous les malades, voilà, on est accusé de faire creuser le trou. Mais je pense que les premiers qui creusent le trou, c'est ceux qui vendent les médicaments, avec des tarifs qui ne méritent pas d'être à ce prix-là. Il suffit de changer de pays, voir le même médicament qui est vendu à des prix 10 fois moins chers, parce que sinon il ne pourrait pas être acheté dans les autres pays. Donc il y a une arnaque considérable autant au niveau du gouvernement que tout le reste, quoi, tout ce qui suit. Et si on ne réagit pas, et je ne sais pas comment le faire, je parlais en rentrant, est-ce que c'est ce soir un grand soir? Donc mon fils m'a dit qu'il allait à une soirée citoyenne, je suis content d'être venu. Je suis content d'entendre d'abord monsieur Michel Cassiotti, c'est ça? Oui. Ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui est témoin de certains passés. Tous les gens qui sont ici, je suis content d'être parmi vous. Et j'aimerais qu'il y ait autre chose en plus que le bulletin de vote, si possible. Voilà, il faut sortir dans les rues, bloquer la situation parce que ce seul bulletin de vote... Como comprendré, yo una sang que soy para francesa, y de venir francesa per mariage, mais je tiens à voter toujours parce que, au moins là, je donne mon point de vue.
Il y en a des gens qui sont morts pour avoir le droit de vote. Il faut en profiter. C'est mieux si vous réfléchissez avant de voter et que vous votez pour vos intérêts, pas pour les intérêts du capitalisme. Parce qu'ils pensent qu'on doit voter que les intérêts des capitalistes et les nôtres ne sont pas les mêmes. Et de la politique, vous dites que même pas. Mais tout c'est politique. Tout c'est politique. Dès que vous élevez et que vous prenez votre petit déjeuner, c'est politique. Parce que cette bande viennent, des fois vous allez prendre un petit café, qu'ils viennent d'un endroit qui ont été exploités sur la tour du café. Tout c'est politique. Donc à la prochaine fois, vous allez voter. Je vais revenir sur, en étant un peu provocateur, je crois qu'il y a, oui, il y a une trou de la sécurité sociale. Je vais m'expliquer pourquoi je le dis de cette manière-là. Parce que moi, quand je suis rentré dans l'activité, à l'époque, la sécurité sociale remboursait, en gros, ce qui restait à la part du salarié, le ticket modérateur, c'était peanuts. Pour donner un exemple simple, à l'époque, je fumais, et les cigarettes n'étaient pas fumées, n'étaient pas taxées au niveau où elles sont aujourd'hui, et ma cotisation mutualiste, pour compléter, c'était 2 paquets de cigarettes par jour. Aujourd'hui, il me faut 3 cartouches. D'accord, voilà. C'est pour dire que le trou, il est là, parce qu'on a aussi diminué d'une manière, vous avez compris, le trou, d'une manière extrêmement importante, c'est le remboursement. C'est-à-dire le reste à charge, quand la sécurité a remboursé, c'est de l'ordre de 45-50%. À l'époque, on avait 80% sur la médecine de ville, et tout le reste, hospitalisation, tout ça, c'était pris en charge à 100%. Donc, il n'y avait pas le forfait hospitalier à payer, il n'y avait pas ces trucs-là. Donc c'est pour ça que, ce que je veux dire, c'est que la sécurité sociale, elle manque aujourd'hui d'un financement, d'un autre financement. Donc, voilà. Et je crois que c'est pas trahir l'esprit d'un droit de croisade. Moi, je vous dis souvent comme ça pour avoir dans ma vie militante eu à débattre avec des camarades qui disaient, ouais, mais si on taxe sur la valeur ajoutée, ça ne va pas être, ça ne sera plus du salaire différé, ça ne sera pas, donc ce sera pas du salaire, on ne pourra pas gérer la. Je crois que les choses ne se posent pas comme ça aujourd'hui, se posent différemment. Je ne sais pas si Ambroise Croizat, je ne suis pas un historien, ça n'a pas d'importance, il parlait de salaire différé. Je crois que Ambroise Croizat, quand il a fait la sécurité sociale, il a dit on va la faire payer sur la base des richesses produites dans l'entreprise. À l'époque, le seul thermomètre qu'il avait pour ça, parce que quelle que soit la structure d'entreprise, en gros, la rentabilité du capital était la même. Et donc, le bon thermomètre, c'était le salaire. Et donc, on a basé les cotisations sur le salaire. Aujourd'hui, comme je sors de la mutualité, je me rappelle, je disais souvent, dans notre mutuelle, avec ses 1000 salariés, paye autant de cotisations, alors qu'elle a une rentabilité qui est peut-être de 0,5%, et en plus elle la remet au pot, elle paye autant de cotisations que Schelbert, qui avait à peu près 1000 salariés et de notre profit énorme. Donc, je crois que la sécurité sociale a besoin d'un changement radical de financement. Et je veux dire, je dis ça parce qu'on a besoin, moi ça ne me gêne pas qu'on dise qu'il faut plus d'argent, il faut une part plus importante du produit intérieur brut pour financer la protection sociale, heureusement. Sinon, si on vit plus vieux, plus longtemps et en meilleure santé, ben ça coûte. Donc c'est un choix qu'on fait, contrairement aux cupides qui nous gouvernent, donc le seul objectif c'est d'amasser de l'argent. Le choix qu'on fait, nous, c'est la solidarité et servir le peuple, servir les gens. Voilà. Donc je voulais dire ça parce que le changement, c'est là qu'il est. Et bon, tout le diagnostic a été fait par les intervenants précédents. Le problème, c'est comment on fait maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai 2 secondes, c'est par là que je vais finir. Voilà. Et je pense que, alors c'est écrit là-dedans, mais pas de la manière dont je veux le dire, il faut exclure de tout le domaine de la santé, de la protection sociale, tout ce qui est à but lucratif. Dedans, il y a marqué, il faut créer un pôle, c'est le début de la nationalisation, il faut créer un pôle pharmaceutique. On parle du trou de la Sécu, 30 milliards, etc. Parce qu'ils cherchent à faire en sorte que ce soit tellement catastrophique que tout le monde accepte qu'on arrête. C'est ça. Quand on sait que les compagnies, les entreprises pharmaceutiques dépensent par an 8 milliards d'euros au budget publicitaire.
et que les franchises sur les médicaments, sur les boîtes de médicaments, ça rapporte à peine 400 millions d'euros à la sécurité. Je broutille, et c'est pas avec ça qu'on va régler le problème du trou, comme il dit. Donc, il faut exclure les compagnies d'assurance. La sécurité sociale jusqu'à présent, qui est en effet le seul système solidaire qui est nécessaire pour garantir un accès aux soins égal à toute la population. Mais donc la question d'après l'accès aux soins, c'est quel système de santé on veut pour l'ensemble de la population. Donc moi je vais vous parler de l'hôpital qui est le service public de santé que je connais. Et je pense qu'un des meilleurs exemples actuels de la situation de l'hôpital public, c'est paru dans la presse la semaine dernière en fait, c'est l'assistance publique Hôpitaux de Paris qui est en pénurie de linge. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de draps, il n'y a plus de blouses aujourd'hui dans les hôpitaux publics parisiens. Donc l'assistance publique Hôpitaux de Paris qui est quand même la plus grosse structure hospitalière en France. Voilà. Donc ça, c'est pas anodin, c'est bien symptomatique de la casse du système de santé hospitalier français. Et cette casse du service public, elle est le résultat d'une politique qui est menée depuis plusieurs années. Un des premiers éléments de cette casse, c'est la tarification à l'activité. C'est la loi de 2003, en fait, qui a réformé complètement le mode de financement des hôpitaux. C'est-à-dire qu'avant, les hôpitaux étaient financés sur une enveloppe globale, par rapport aux besoins de santé, par rapport aux besoins de financement du soin. Et aujourd'hui, la tarification à l'activité, si vous voulez, c'est un petit peu calqué sur le mode de financement du privé. C'est-à-dire qu'on va établir des forfaits en fonction de cas, en fonction de problèmes de santé. C'est-à-dire, par exemple, une appendicite, ça va rapporter à l'hôpital tant d'argent. Une opération un peu plus compliquée, ça va rapporter plus. Du coup, on a une espèce de classification, je schématise, mais entre des patients qui vont devenir des patients rentables et des patients qui vont être pas rentables. C'est-à-dire qu'une appendicite chez une jeune femme qui va être hospitalisée pendant 3 jours, ça va rapporter beaucoup plus d'argent à l'hôpital qu'une petite mamie qui va devoir rester 3 semaines hospitalisée. Donc c'est complètement une hérésie quand on pense à la problématique de santé publique à laquelle on doit faire face aujourd'hui. Avec des choses complètement absurdes, le fait que par exemple la petite mamie qu'on doit hospitaliser 3 semaines, on va la faire sortir au bout de 2 jours, et c'est pas grave si elle revient, si on l'hospitalise 3 fois de suite, ça va nous rapporter de toute façon plus d'argent que si on la garde 3 semaines en tout hospitalisée. Voilà. Donc, voilà. Et puis le deuxième problème aussi, c'est que c'est un financement, comme on le disait, qui est calqué sur celui du privé, parce que dans le privé, on a des patients comme ça, on a une catégorie de patients qui est forcément plus aisée, qui a des problèmes de santé moins importants que ceux qui sont dans le public. Donc avec ça, le public se retrouve avec des patients moins rentables forcément dans le privé, et donc se retrouve plus déficitaire se retrouve forcément avec un déficit, avec un déficit de financement. Un des deuxièmes éléments de cette destruction organisée du service public hospitalier, c'est la loi HPST, c'est la loi Bachelot, qui a vraiment accentué cette mise en concurrence au niveau en fait, des services hospitaliers, donc l'organisation en pôle, et la concurrence aussi entre les établissements hospitaliers. Donc, ce qui a entraîné, par exemple, quand on regarde Marseille, la fermeture des urgences de Sainte-Marguerite, qui fait quand même que, du coup, il n'y a plus de services d'urgence dans les quartiers sud, aujourd'hui, parce que c'était des urgences qui ne tournaient pas assez, qui n'étaient pas assez rentables. C'est comme ça aussi qu'aujourd'hui, on va regrouper, on parle de regrouper la pédiatrie, les services de gynéco et la pédiatrie de l'hôpital Nord sur la Tillemonde, alors qu'il y a quand même tout un bassin de population dans les quartiers Nord qui bénéficie aujourd'hui du service de proximité de la pédiatrie et de la gynécologie. Voilà, ça entraîne aussi la fermeture de tous les petits hôpitaux de proximité dont on a entendu parler, les hôpitaux de proximité, les centres IVG, les maternités. Sur chaque fermeture d'ailleurs de ces hôpitaux, on a entendu qu'il y avait des luttes à chaque fois qui s'organisaient pour défendre l'accès aux soins. Voilà, c'est aussi, du coup je suis médecin à l'hôpital, donc je suis obligée de parler de ça, mais le corporatisme médical quand même au sein de l'hôpital, qui fait que, en termes d'accès aux soins, on a aujourd'hui des médecins hospitaliers qui pratiquent des honoraires libres et qui pratiquent 2 niveaux de consultation, qui ont des consultations publiques et des consultations privées, avec des rendez-vous qui s'obtiennent plus facilement privés, c'est-à-dire avec dépassement d'honoraires et avec des rendez-vous du coup qui peuvent être obtenus beaucoup plus tôt que les rendez-vous qui sont pris dans le public. Voilà, donc face à tout ça, les réponses qui sont apportées notamment dans le programme du Front de Gauche, c'est déjà l'abrogation de cette tarification à l'activité qui massacre complètement le service public de santé et le retour à un financement raisonné, un financement qui répond réellement aux besoins de santé d'une population. C'est l'abrogation de la loi HPST aussi, la mise en place de services de centres de santé de proximité, en fait, qui prennent vraiment en charge, y compris les besoins de santé de population dans un service de proximité. C'est l'accès à l'IVG sur tout le territoire.
et aussi la sanction pour les médecins qui refusent la CMU, puisqu'un des autres problèmes de l'accès aux soins, c'est que selon un dernier rapport de l'IGAS, il y a quand même 15 à 40% des médecins, en fonction des spécialités, qui refusent les patients qui ont la CMU. Voilà. Donc toutes ces mesures-là, c'est le minimum, on va dire, déjà pour arrêter la casse de ce service public de santé et pour essayer de restaurer un accès aux soins universel pour toute la population. Maintenant, une fois qu'on aura réglé ce problème-là, de l'accès aux soins, qui n'est déjà pas une mince affaire, il ne faut pas oublier que les vraies inégalités en matière de santé, elles sont quand même sociales. C'est des inégalités sociales de santé. C'est-à-dire que, en plus du fait que quand on est bénéficiaire de la CMU, etc., quand on est obligé d'aller soigner à l'hôpital public, on a plus de difficultés à se soigner que quand on a les moyens. Mais la santé elle-même est une résultat les inégalités de santé sont des résultats des inégalités sociales. Ça aussi, c'est des chiffres de l'INVS, 2 fois plus d'incapacité chez les ouvriers après 60 ans que chez les cadres, 2 fois plus de chances de devenir obèse quand on vient d'un quartier populaire, 2 fois plus d'exposition aux agents cancérigènes quand on est ouvrier que quand on est cadre. Voilà, ça c'est des chiffres donc de l'INVS. Donc tout ça pour dire que la santé, c'est avant tout, comme l'école, comme tous les services publics en fait, c'est un terrain de la lutte des classes. Voilà, c'est juste le reflet finalement des inégalités sociales qui sont là. Et donc la seule solution pour avoir une vraie politique d'amélioration de la santé de toute la population, c'est d'avoir une politique de transformation sociale. C'est d'améliorer les conditions de vie et c'est d'améliorer les conditions de travail. Bref, une politique comme la politique du Front de gauche qui met... c'est la situation dans laquelle on est. Les enjeux, c'est quoi? C'est revenir à ce qui était avant. C'est donc privatiser la sécurité sociale. Parce que, bon, il faut rigoler avec leur trou. Bon, on l'a vu, il est fictif, mais même ce trou-là, il est très faible. Parce que si vous regardez 20 millions, 15 milliards, on dit 15 milliards de trous, on dit c'est abyssal. Seulement, si vous le rapportez au budget, 15 milliards sur 450 milliards, c'est peanuts. Quand on regarde que le budget de l'État, lui, est en déficit, c'est 50 milliards sur 250 milliards. Mais là, on ne dit rien. On ne dit pas, oh là là, c'est abyssal, il faudrait diminuer le budget des armées, par exemple. Non, on fait pas ça. Donc on le voit. Après, on voit bien que donc c'est peanuts, que c'est donc vraiment une volonté politique. Il y a un autre exemple, moi que je voudrais citer, c'est le régime Alsace-Lorraine. Le régime Alsace-Lorraine, eh bien, il cotise un petit peu plus que nous. 1% de plus, mais ils sont remboursés à 100%. Voilà. Donc on le voit, et ce régime, ils ne sont pas en déficit, d'Alsace-Lorraine. Donc on voit bien que les solutions existent, et donc nous, dans la campagne, l'humain d'abord, c'est aussi fixer, montrer quels sont les objectifs politiques. L'objectif politique, c'est de défendre la sécurité sociale et le salaire mutualisé, le salaire socialisé. Parce que sinon, c'est la privatisation. Et la privatisation, c'est pas l'absence de déficit. Regardez aux États-Unis. Aux États-Unis, ben, évidemment, le budget de la sécurité sociale, ça coûte, c'est l'ensemble des dépenses de protection sociale, si on peut dire, c'est de santé, c'est 16% du budget, du PIB, alors qu'en France, c'est aux alentours de 11%. Et c'est privé, mais aux États-Unis, c'est pas le problème, parce que, évidemment, cet argent-là, ces dépenses-là, ben, c'est les profits des entreprises. Donc on voit bien où sont les objectifs. Nous, quand on va en campagne, c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'ils sont en train de privatiser la santé. Voilà, donc c'est vraiment une défense, j'allais dire, élémentaire de notre santé et des gens qui sont à côté de nous. Donc déjà, leur expliquer que ce trou, c'est pas une catastrophe et qu'il y a des endroits où ça fonctionne, Alsace-Lorraine, et que deuxièmement, il s'agit de questions vitales. Donc, avec ça, je pense qu'on peut mobiliser les gens, et ensuite, il faudra sans doute interroger, après les élections, les candidats, ceux qui sortiront des urnes, sur leur projet. Parce que ce projet de détricoter les avancées du Conseil national de la résistance, il a été écrit dès 2007. C'est, je crois, le numéro 2 du MEDEF, c'est Kessler, voilà, qu'il avait annoncé. Voilà. Donc c'était en ce sens fixer un peu nos objectifs à nous en termes de propagande. Il faut le dire parce que c'est ça qui nous attend si on ne fait rien. En Grèce actuellement, quand une femme veut accoucher, des fois elle arrive à un hôpital et si elle n'a pas de moyens pour payer à l'entrée de l'hôpital, elle ne peut pas accoucher. Faut imaginer, bon voilà, c'est des situations qui arrivent en Grèce.
Et ce n'est pas des situations complètement surréalistes, parce qu'aux États-Unis, quand on a un diabète, il y a des tas de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, et ils peuvent pas, c'est un risque de mort, ils ne peuvent même pas récupérer les soins qu'ils auraient besoin, le suivi, etc. Et parce qu'ils ne trouvent pas d'assurance qui accepte, voilà, si elles ne sont pas un bon emploi qui est connecté à une bonne assurance pour avoir les médicaments, et bien, ils ne les ont pas. Ils peuvent mourir du diabète aux États-Unis aujourd'hui. Ça, il faut avoir ça en tête. Je crois que les Français, en fait, on n'imagine même pas en fait, comment peut être la gestion de la santé ailleurs et quelle chance on a d'avoir cette sécurité sociale qui a été créée en 1945. Et ils ont quand même mis du temps à nous la détricoter, mais il ne faut pas qu'ils finissent le travail. Il faut vraiment qu'on se... À mon avis, si on doit poursuivre la réflexion, parce que c'est vrai, il y a les élections, mais il faut qu'on s'inscrive dans la continuité sur ces enjeux-là. Hein. Donc il y a à construire effectivement des propositions alternatives. Alors moi je crois que la Sécu, il faut qu'on l'inscrive dans la répartition des richesses, dans une autre répartition des richesses. Alors ça a été dit, c'est du salaire socialisé. Et je pense que si on fait la référence aux richesses créées, parce que les richesses, elles sont créées par le travail. Donc à mon avis, il faut élargir l'assiette des cotisations. Et si on parle de répartition des richesses, il faut l'élargir par les prélèvements sur les revenus financiers. Parce qu'en même temps, c'est une manière de lutter contre le gaspillage c'est de faire revenir l'argent à consommation dans le circuit de l'économie réelle. Donc moi, je crois qu'il faut que cet aspect-là, on le prenne en compte. Ce qui veut dire que si c'est du salaire socialisé, que ça appartient aux salariés, c'est les salariés qui doivent gérer les caisses. Alors à la Libération, on avait fait une concession parce qu'il y avait le Parti communiste, le Parti socialiste, le MRP. Donc on avait concédé au MRP l'entrée des patrons dans les conseils d'administration. Mais à mon avis, il faut que les caisses de sécu, elles soient gérées par les salariés et qu'ils aient voix délibérative dans la gestion. Hein? Une forme effectivement d'autogestion. À charge pour l'État, après, de veiller à l'application des principes d'égalité, de continuité du service public sur l'ensemble du territoire. Mais à mon avis, c'est une grande bataille qu'il faut quand même. Alors, quand je dis démocratisation des caisses, je pense aussi démocratisation du futur pôle du médicament. C'est-à-dire que les administrateurs salariés dans les caisses de sécu, il faut qu'ils soient également dans les hôpitaux, dans les conseils d'administration des hôpitaux et dans le pôle du médicament. Parce que dans le pôle du médicament, si on a un pôle public, au lieu que l'argent aille aux actionnaires, il ira à la recherche. Hein? Et en même temps, comme on n'aura pas à payer les actionnaires, les médicaments seront beaucoup moins chers. Donc il y a une démocratisation d'ensemble de la protection sociale qui doit recouvrir tous ces organismes, ces institutions dont on a parlé. Alors juste un mot, parce que moi j'étais fonctionnaire de l'État, à la place des directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales, on a mis des comptables, alors que les fonctionnaires étaient des gens qui avaient du savoir-faire, qui connaissaient le terrain, qui connaissaient les besoins. Donc il y a effectivement à réfléchir quel service on a pour asseoir la cohérence et le fonctionnement du service public. Alors moi je suis d'accord, hein, le déficit il est instrumentalisé. Il est instrumentalisé comme est instrumentalisé la dette de l'État. Ça veut dire qu'on utilise la dette pour diminuer les moyens. Pour réduire, pour l'État, c'est la réduction des services publics, c'est la réduction des salaires, mais c'est la même chose pour la Sécu. Hein. On est dans la même logique. Donc voilà ce que je voulais dire, moi. Mais l'idée, c'est qu'on construise des propositions alternatives, chemin faisant, avec les... Comment dirais-je il est dit que on va recruter du personnel. On va faire un large programme de recrutement du personnel. Alors j'aimerais avoir des éclaircissements justement sur la situation des personnels hospitaliers, des aides-soignants, des infirmières. Est-ce qu'il y a pénurie de personnel dans ce domaine et comment le Front de Gauche compte intervenir? De même, on entend très souvent dire qu'il y a un manque de médecins en France et qu'il y a des régions, notamment
peut-être pas dans notre région à nous, mais par exemple, peut-être dans le 04, par exemple, ou dans le centre de la France, où il y a un grave problème de couverture médicale. Il n'y a pas de médecin. Et donc, ça amène une question sur le recrutement des médecins et sur le fameux numerus clausus, c'est-à-dire le nombre insuffisant de postes qui sont offerts au concours de médecine. Et j'aimerais que les camarades qui sont un petit peu pointures sur ces questions nous disent quelles sont les solutions que le programme du Front de Gauche avance là-dessus. Et dernièrement, là il y a mon camarade qui me donne une petite question et je parle pour lui. Quel est le poids des 5 millions de chômeurs dans le... Je l'ai dit 1930-45 ans. 1930-45 pour moi, bon, je sais pas son âge, hein, mais je sais qu'à l'époque ça existait l'humain. Ça veut dire que moi je pense à l'autre, l'autre il pense à l'autre, le voisin de mon voisin. C'est ça les gens qui ont créé la sécurité sociale. Maintenant, je pense que depuis les années 70, par rapport à moi, ce que j'ai lu, il n'existe plus l'humain. Il n'existe plus. Il n'y a pas. Il y est, mais dedans, il n'y a rien. Pour lui, c'est l'argent. On ne peut pas en valoir aux gens qu'ils ont voté Sarkozy, parce que tu travailles plus, tu gagnes plus. Demain, de maintenant, la personne, il pense qu'à l'argent. Je ne pense pas aux voisins. C'est pas le contraire. Il n'y a personne qui va me dire le contraire. À votre époque, t'entends. Eh oui. Allez, ouais, quand il passe, ah, vous n'avez pas vu Jean-Claude? C'était qui Jean-Claude? C'est son voisin. Il n'a pas vu ce matin. Il est où? Mais là, maintenant, moi, là où j'habite, rarement, je vois mes voisins. C'est une fois dans la semaine, c'est le week-end. Je ne vais pas leur dire de voter Sarkozy, mais les communistes. Et à l'époque, la partie communiste, c'était commun, c'était la solidarité. Et je pense que maintenant, on ne va pas dire aux gens, venez voter communiste, au Front de Gauche, au PS, viens faire des amis, viens faire une connaissance, deviens un humain, parce que tu ne l'es plus. Non. Il faut qu'il se regarde dans la glace, il va dire, est-ce que moi, je pense à l'autre ou je pense qu'à moi? Si tu penses qu'à toi, mon frère, reste là où tu es, on n'a pas besoin de toi. Nous, on a besoin des gens qui pensent à l'autre. Moi, je n'ai pas de quoi payer une baguette, autant que mon voisin ou l'ami, ou je ne sais pas moi, la personne, celui qui demande, il n'en a pas, je lui donne. Le penser, ce n'est pas que de donner de l'argent. C'est donner là et dedans. Pour moi, je suis né en 75. C'était après les 1940, 30 et 67. Ça n'a rien à voir. Et je reviens sur une phrase de Robin, la casquette. J'ai toujours porté une casquette, c'est la première fois que je ne mets pas ma casquette. Vous ne me voyez pas. J'ai jamais été à l'école que j'ai 37 ans. 2. J'ai ma femme qui est clandestine toujours. Il y a des gens qui la connaissent ici. Et pour revenir sur l'histoire de la Mimi, l'exemple, ma femme, elle était opérée au niveau de genou. Vous voyez, elle avait une fissure. Qu'elle devait quitter l'hôpital le soir même, en marchant. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça, c'est le système de maintenant. Et il y a des gens qui m'ont accompagné, ils m'ont donné un coup de main, ils sont là, c'est pas bien. Voilà. Et il me reste une... Ouais, j'ai retenu quelque chose, hein. J'ai oublié. Le Roubaix. Et le vote, voilà, c'était ça. J'ai jamais voté. Je ne me sentais pas un citoyen français. Parce que j'étais... Comment dirais-je? J'étais collectionné voilà. J'étais une collection dans la liste judiciaire. Ça veut dire qu'un juge ici à Marseille, quand il n'avait rien à faire, il sort les anciens dossiers et M. Alladj rendu-le. Vous voyez le truc? Voilà. J'ai commencé à connaître un peu, qui veut dire la politique, voter, tes droits, ce qu'ils me doivent, parce que c'est nous qui les mettons. Sarkozy, il n'est pas venu comme ça. Hein. Parce que moi, je me souviens, 5 ans en arrière, on était français, on va dire, ouais. Le français dans sa tête, il en avait marre de voir des étrangers, c'était parce que c'était ça le but. Il en avait marre de travailler. Et pour lui, qu'il n'encaissait rien.
que maintenant, ils travaillent plus, mais dans la caisse rien. Tu fais des 35 heures, des 42 heures, tu es toujours pareil. C'est clair. Tu encaisses 2500 par mois ou 410 € pour les gens qui sont oui, c'est toujours pareil. Il n'y a aucun qui paye le café à l'autre. Moi, je préfère, comme le monsieur l'a dit, on n'est pas au 45, moi je préfère de vivre les 45, frère, hein. La vérité. J'aimerais bien voir mon voisin, bonjour, vous allez bien, au lieu de, oh, et là, ça. Vous voyez le truc? Parce que maintenant, c'est ça. Hein. Espérant que les gens qui en ont et qui comprennent, et qui savent qu'est-ce que ça veut dire le savoir-vivre. Parce que le savoir-vivre, c'est pas que ce que tu as. Tu possèdes ça, tu dis, je sais pas moi. Tu as tout ce qu'il faut là où il faut. Le savoir-vivre, déjà, c'est le penser. Merci, tonton.